le roi Håkon le Bon est retenu par l'histoire comme le premier monarque chrétien de Norvège. Bien que le pays fût encore païen lorsqu'il monta sur le trône, son règne laissa un héritage durable de justice, de compassion et de sagesse. Il était tellement chéri par son peuple qu'il gagna le surnom de Le Bon. En tant que plus jeune fils de Harald à la belle chevelure, Håkon n'était jamais destiné à régner. Pourtant, le destin l'a choisi, et grâce à son équité, sa compassion et ses lois sages, il a conquis le cœur des Norvégiens. À sa mort, on disait que la Norvège ne reverrait jamais son pareil. Voici son histoire. Håkon est né en 920, le plus jeune fils de Harald à la belle chevelure, le premier roi d'une Norvège unifiée. Fait remarquable, Harald l'a engendré à l'âge de 70 ans, avec pour mère Thora Modstertung, une femme réputée pour sa beauté et sa prestance robuste. En grandissant, Håkon était réputé pour sa grande beauté et sa stature impressionnante, ressemblant beaucoup à son père. À cette époque, le roi Æthelstan régnait sur l'Angleterre, ayant réussi à unifier le pays, tout comme Harald l'avait fait en Norvège. Æthelstan, souvent appelé le Victorieux, cherchait à affirmer sa suprématie sur les royaumes voisins. Dans un geste audacieux destiné à établir sa domination sur la Norvège, il envoya des émissaires au roi Harald, portant une épée richement ornée, dont la poignée était décorée d'or et d'argent. Lorsqu'Harald accepta l'épée, les messagers déclarèrent « Maintenant que tu as pris l'épée, selon le désir de notre roi, tu es donc son sujet, puisque tu as accepté cette épée. » Ces paroles étaient une manœuvre politique habile, sous-entendant une soumission. Harald, un souverain sage et fier, reconnut l'insulte mais choisit de ne pas riposter. Il permit aux envoyés de retourner en Angleterre indemnes, pleinement conscient du jeu auquel Æthelstan se livrait. Harald, toujours prudent, commença à s'inquiéter pour l'avenir de son plus jeune fils. Avec de nombreux fils aînés déjà adultes et avides de pouvoir, la position de Håkon en Norvège était précaire. Pour le protéger et peut-être tourner la manœuvre d'Æthelstan à son propre avantage, Harald élabora un plan astucieux. Il envoya le jeune Håkon, escorté par des guerriers, à la cour d'Æthelstan en Angleterre. À leur arrivée, les hommes de Harald s'approchèrent hardiment du roi anglais et posèrent le garçon sur les genoux d'Æthelstan. Par cet acte, Æthelstan fut contraint de devenir le père nourricier du garçon. Bien qu'il fût réticent, Æthelstan accepta. Lorsque la nouvelle parvint à Harald, il en fut très satisfait, car il était largement admis que le fait d'élever l'enfant d'un autre homme plaçait dans une position de moindre prestige. Dans ce subtil jeu d'honneur et de fierté, chaque roi a cherché à se prouver supérieur, mais aucun n'a diminué l'autre. Chacun resta souverain et estimé dans son propre pays jusqu'à sa mort. Ainsi, Håkon parvint à l'âge adulte à la cour royale d'Æthelstan, le premier véritable roi d'Angleterre et peut-être l'un de ses plus grands. Là-bas, le jeune prince norvégien fut baptisé et élevé dans la foi chrétienne. Il devint un homme admiré de tous, noble de caractère, gracieux dans ses manières et profondément dévot. Il était doué pour la poésie en tant que skald et connu pour sa force impressionnante, sa beauté éclatante et son intelligence vive. Sa parole était éloquente, sa sagesse évidente et sa prestance royale. Lorsque le roi Harald de Norvège atteignit l'âge de 80 ans, son corps était devenu lourd avec l'âge et il n'était plus capable de parcourir l'étendue de son royaume ni de s'occuper des charges de la royauté. Reconnaissant que sa fin approchait, il fit venir son fils Éric au siège d'honneur et lui confia le gouvernement et la direction du royaume. Merci à Venice IA de sponsoriser cette vidéo. Il a fallu trop de temps pour comprendre ce que faisaient vraiment les entreprises de réseaux sociaux avec nos données ces 10 dernières années. Allons-nous vraiment répéter cette erreur avec l'IA? Venice IA est différent. Il ne vous suit pas, n'espionne pas votre activité et ne censure pas vos conversations. Vos messages sont chiffrés et votre historique de discussion reste sur votre navigateur, nulle part ailleurs. L'IA peut être incroyablement puissante, mais cela ne devrait pas signifier renoncer à votre vie privée. Avec le forfait Pro de Venice IA, vous avez accès à l'ensemble de la plateforme, y compris des fonctionnalités comme l'import de PDF pour des résumés et des analyses rapides.
la possibilité de désactiver le mode sécurisé pour une génération d'images sans restriction, des instructions système personnalisables pour façonner la personnalité de votre IA, une saisie de texte illimitée et des limites d'images généreuses. Si vous souhaitez explorer l'IA sans compromettre votre vie privée, utilisez mon lien venice.ibar/historyprofile et saisissez le code HistoryProfiles pour bénéficier de 20% de réduction sur le plan pro. C'est une IA privée et non censurée à votre façon. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. En l'an 933, le roi Harald à la belle chevelure quitta ce monde, et avec sa mort, la véritable lutte pour la Norvège commença. Les nombreux fils de Harald, chacun nourrissant ses ambitions, rivalisaient désormais pour dominer leur part de la terre et de ses richesses. Bien qu'Éric ait été reconnu comme le roi suprême de tous ses frères, il était loin d'être satisfait car la rivalité couvait entre eux. Certains d'entre eux allaient en partir en guerre, et l'année suivante, en 934, 2 des frères d'Éric, Siegfried et Olaf, tombèrent au combat, leur nom à jamais perdu dans le silence d'un chant sans nom. C'est de la main d'Éric lui-même qu'ils sont morts, et pour ce bain de sang, il fut dès lors surnommé Éric à la hache sanglante. Éric à la hache sanglante était un homme à la présence imposante, fort, large d'épaules et d'une beauté saisissante. Il était salué comme un guerrier sans peur et un commandant chanceux au combat. Pourtant, ses vertus s'arrêtaient sur le champ de bataille, car par nature, il était sombre d'humeur, brusque dans ses paroles et dur de caractère. Il inspirait plus la peur que la loyauté. Sa reine Gunhild était réputée pour être la plus belle des femmes, intelligente, instruite et pleine d'énergie. Pourtant, sous sa beauté se cachait un cœur de cruauté et de ruse. Trompeuse et impitoyable, elle inspirait partout la méfiance et la crainte. Ensemble, Éric et Gunhild en vinrent à être détestés par le peuple norvégien. Leur règne apporta l'agitation et les ténèbres sur la terre. Pendant ce temps, loin de là, de l'autre côté de la mer, le plus jeune fils de Harald de belle chevelure, Håkon, restait tranquillement oublié à la cour du roi Æthelstan d'Angleterre, sans savoir que son heure viendrait bientôt. Håkon, le fils nourri du roi Æthelstan, se trouvait en Angleterre lorsqu'il apprit la mort de son père. Il n'avait que 14 ans, mais en apprenant la nouvelle, il ne perdit pas de temps. Le cœur animé par le destin, il se prépara à retourner sur la terre de sa naissance. Le roi Æthelstan, qui en était venu à aimer le jeune prince, lui donna de nobles compagnons, de beaux navires et toutes les provisions nécessaires pour le voyage d'un roi. Ainsi, à la saison des récoltes, Håkon mit les voiles pour la Norvège. À son arrivée, il apprit non seulement la mort de son père, mais aussi celle de ses frères. Son frère aîné, Éric à la hache sanglante, régnait désormais sur le Viken. Sans perdre de temps, Håkon mit le cap au nord vers la région du Trøndelag, où il chercha les conseils de Sigurd, le jarl de Lade, le chef le plus sage et le plus puissant de Norvège. Sigurd accueillit Håkon à bras ouverts, et tous deux conclurent une alliance solennelle. Ensemble, ils convoquèrent un grand thing, l'ancienne assemblée germanique des hommes libres et des chefs. Lors du thing, Sigurd se leva et prit la parole en premier, louant la lignée et la sagesse de Håkon et exhortant le peuple à l'accepter comme leur roi légitime. Puis Håkon lui-même se leva pour parler. Ceux qui écoutaient se murmuraient les uns aux autres avec étonnement, disant que Harald de belle chevelure était revenu jeune et dans toute sa force. Håkon s'offrit humblement au peuple. Il ne cherchait pas seulement le titre de roi, mais aussi leur aide et leur loyauté pour défendre le royaume. En retour, il fit une promesse audacieuse et généreuse. Il offrit de rendre à chaque homme les anciens droits odaliens sur sa terre, des droits qui avaient été pris par son père. Selon cette loi, chaque homme serait le véritable et libre propriétaire du sol qu'il cultivait, ne devant fidélité à aucun suzerain. La réponse fut tonitruante. Le peuple éclata en acclamations, saluant Håkon comme leur roi. Ainsi, ce furent les hommes du Trøndelag qui choisirent le jeune prince pour porter la couronne, avec une cour royale, des gardes loyaux et des serviteurs dévoués. Son voyage commença à travers le pays.
La nouvelle de son ascension se répandit rapidement, portée de bouche en bouche comme un feu sur de l'herbe sèche. La nouvelle atteindrait bientôt les hautes terres, où le peuple se réjouissait d'apprendre qu'un roi cherchait leur liberté plutôt que leur soumission. Contrairement à Harald à la belle chevelure, qui s'était approprié la terre et avait réduit le peuple au rang de vassaux, Hakon cherchait à rendre la dignité et la propriété à chaque homme libre. Naturellement, les cœurs du peuple se tournèrent vers lui pour son équité, sa compassion et les lois justes qu'il introduisit. Ils lui donnèrent un nom qui résonnerait à travers l'histoire, Hakon le Bon. Pendant ce temps, la haine envers le roi Éric ne fit que s'approfondir. À mesure que l'amour pour Hakon grandissait, l'audace du peuple augmentait également. Ils n'avaient plus peur de parler ouvertement de leur mépris pour le règne cruel d'Éric. Au printemps, le roi Hakon leva une grande armée au Trøndelag et prépara sa flotte pour la guerre. Même les hommes du Viken, autrefois loyaux à Éric, se rassemblèrent désormais pour rejoindre la cause de Hakon. Éric tenta en vain de rassembler des guerriers du cœur du pays, mais ses efforts échouèrent. Un à un, les grands jarlets chefs l'abandonnèrent et se tournèrent vers Hakon. Se voyant complètement dépassé, Éric s'enfuit avec les quelques hommes qui lui restaient fidèles. Il mit le cap à l'ouest, d'abord vers les îles Orcades, rassemblant des hommes sur son passage, puis descendit vers l'Angleterre. En chemin, il ravagea les côtes de l'Écosse et du nord de l'Angleterre, pillant partout où il le pouvait. C'est ainsi qu'Éric à la hache sanglante fut contraint à l'exil en Northumbrie, tandis que Haakon monta sur le trône de Norvège en l'an 934. Un garçon de seulement 14 ans, déjà roi dans tous les sens du terme. Selon la Heimskringla, le roi Æthelstan d'Angleterre, se souvenant de son amitié avec le roi Harald Belle Chevelure, fit une offre généreuse à Éric, le fils exilé de Harald. Il envoya des émissaires avec un message de bonne volonté, exprimant que, par égard pour Harald, qu'il avait longtemps estimé, il montrerait de la bienveillance envers ses fils. Grâce à l'échange de messagers, un accord fut conclu. Éric recevrait le royaume de Northumbrie en fief, à tenir et à défendre au nom d'Æthelstan contre les Danois et d'autres Norrois pillards. Dans le cadre de cet accord, Éric accepta de recevoir le baptême dans la foi chrétienne, avec sa femme, leurs enfants et tous les guerriers qu'il avait suivis en exil. Et ainsi, Éric à la hache sanglante devint roi de Northumbrie. Il régna là-bas de l'an 947 jusqu'à 948, où il fut chassé du pouvoir. Pourtant, le destin le ramena sur le trône en l'an 952. Cependant, son second règne fut également de courte durée. En l'an 954, il fut trahi et tué par les seigneurs du nord de l'Angleterre dans un complot cruel et perfide. Loin au nord, la nouvelle de la mort d'Éric parvint rapidement au roi Haakon. Il apprit également que les fils de son frère, déshérités et sans terre, n'avaient plus aucun point d'appui en Angleterre. Pendant un temps, ses fils se tournèrent vers le pillage des côtes d'Écosse, s'emparant des impôts et des trésors que leur père avait autrefois rassemblés en tant que roi de Northumbrie. Mais bien vite, leur regard se tourna au-delà de la mer, vers le nord, en Norvège, leur terre ancestrale. Ainsi, l'ombre du sang et de la vengeance commença de nouveau à s'agiter à l'horizon du règne de Hakon. Un été, le roi Hakon se rendit dans la région de Viken. À l'époque de l'ère viking, le Viken désignait le grand détroit situé entre la Norvège, la côte nord-nord-ouest de la Suède et la péninsule du Jutland au Danemark. Ce carrefour vital, aujourd'hui situé dans le sud-est de la Norvège, était alors considéré comme l'avant-poste le plus septentrional de la domination danoise. En ces temps troublés, les pillards danois descendaient fréquemment sur le Viken, laissant la dévastation derrière eux, mais lorsque la nouvelle se répandit que le roi Haakon était arrivé avec une puissante armée, les Danois se retirèrent précipitamment. Certains s'enfuirent vers le sud, en Halland, tandis que ceux qui étaient les plus proches des forces du roi prirent la mer, se repliant à travers les eaux jusqu'au Jutland. Lorsque Haakon apprit leur fuite, il n'hésita pas. Avec toute son armée, il partit à leur poursuite par la mer, traversant jusqu'aux terres danoises. À son arrivée au Jutland, il déchaîna sa fureur,
et pilla la campagne environnante. Alarmés par l'invasion, les paysans et hommes libres danois se rassemblèrent en grand nombre, déterminés à défendre leur patrie, et une bataille féroce s'ensuivit. Au cœur du combat, le roi Haakon fit preuve d'un courage inégalé. Jetant de côté à la fois son casque et sa cotte de maille, il marcha hardiment devant sa bannière, menant ses hommes dans la mêlée avec une détermination intrépide. La victoire fut sienne, l'ennemi se brisa et prit la fuite. C'était la première victoire de Haakon à la guerre. Ainsi chanta le skald Guttorm Sindri, en louant la vaillance et le triomphe de Haakon. Fendant la mer d'un bleu profond à la rame, le roi poursuit jusqu'au rivage du Jutland. Ils se sont rencontrés, et dans la tempête de la bataille, où les boucliers s'entrechoquent, bien des hommes tombent. Sur la plaine, nombreux sont ceux qui tombent sous les coups de Haakon. Les corbeaux, rassasiés de cadavres, qui de loin, flairant le festin de la guerre, sont venus en noir nuer sur les plaines du Jutland pour boire le vin de sang des veines. Lorsque le roi Haakon est revenu en Norvège, il était déjà un chrétien dévoué, ayant embrassé la foi pendant son éducation à la cour anglaise du roi Æthelstan. Mais il découvrit bientôt que sa terre natale restait imprégnée des anciennes coutumes, riche en rites païens et en sacrifices ancestraux. Sachant que la loyauté des grands chefs et l'affection du peuple étaient essentielles pour assurer le royaume, Haakon décida de garder sa dévotion chrétienne privée pendant un certain temps. Discrètement, il commença l'œuvre de conversion. Il chercha d'abord à rallier ceux qui lui étaient les plus proches, ses amis, ses hommes de confiance. Beaucoup, par amour pour leur roi, consentirent au baptême. Certains cessèrent même leurs offrandes aux anciens dieux. Haakon s'installa en Trøndelag, le cœur du pouvoir norvégien, et attendit son heure. Lorsqu'il estima que le terrain était prêt, il envoya un message en Angleterre demandant des évêques et des prêtres instruits pour prêcher l'évangile avec ferveur. À leur arrivée, Haakon fit connaître ses intentions. Il proclamerait le christianisme dans toute la Norvège. Pour ce faire, il convoqua une assemblée au Frosteting où des hommes libres de toute la région se réunissaient pour débattre des lois et de la couronne. Là, devant les bons rassemblés, les fermiers propriétaires et les hommes libres du royaume, le roi Haakon se tint debout et parla avec sincérité. Il encouragea son peuple, aussi bien les grands que les petits, hommes et femmes, jeunes et vieux, à recevoir le baptême et à embrasser la foi en l'unique vrai Dieu, le Christ. Il les exhorta à abandonner les sacrifices aux faux dieux, à sanctifier le 7e jour, à cesser tout travail ce jour-là et à observer un jeûne. Mais dès que les paroles du roi tombèrent sur la foule, un grand murmure s'éleva de l'assemblée réunie, comme un coup de tonnerre. Les bons grognèrent que leur roi voulait les priver non seulement de leur labeur, mais aussi de leur foi ancestrale. Ils protestèrent que leur terre ne pouvait pas être cultivée sans viande, et que les jeûnes affaibliraient les ouvriers et les esclaves. Ils murmuraient entre eux que, bien que Haakon et les siens fussent connus pour être généreux de leur or, ils se montraient d'avares de nourriture. Alors Asbjorn, un puissant chef de Trøndelag, se leva et parla avec audace. « Roi Haakon, lorsque nous t'avons choisi comme roi et que nous avons retrouvé nos droits féodaux lors du Thing à Trøndelag, nous pensions être entrés dans un nouvel âge d'or. Mais nous ne savons plus si nous sommes vraiment libres, car on nous prive de l'ancienne foi que nos pères et ancêtres tenaient en la plus haute estime. Ces hommes puissants n'étaient pas moins courageux que nous, et leurs dieux les ont bien servis. Nous t'avons chéri, et nous t'avons permis de régner et de faire des lois pour tout le pays, et nous continuerons à te suivre et à t'appeler notre roi, tant qu'un seul homme libre respirera dans cette assemblée. Mais tu dois faire preuve d'une certaine modération, ne nous demander que ce à quoi nous pouvons obéir de bonne foi. Mais si tu veux nous l'imposer de force, alors sache ceci. Nous avons décidé de te mettre de côté et de trouver un autre chef qui nous gouvernera d'une manière conforme à nos coutumes et à notre conscience. Alors maintenant, roi Haakon, tu dois choisir entre ces chemins avant que cette assemblée ne soit terminée.
la foule a rugi son approbation. Les paroles d'Asbjörn étaient les leurs, et le peuple jura de s'y tenir, quoi qu'il arrive. Quand le silence revint, le jarl Sigurd de Laed se leva et s'adressa à l'assemblée. « C'est la volonté du roi, dit-il, de céder aux hommes libres et de ne jamais rompre le lien d'amitié entre le souverain et le peuple. » Les paysans libres répondirent que leur désir était que le roi offre un sacrifice pour la paix et une bonne année, comme son père Harald Belchevelure le faisait. Cependant, Håkon refusa au grand désappointement de son peuple. Plus tard, le jarl Sigurd vint voir Håkon en privé et le conseilla. « Ce serait imprudent, monseigneur, de défier la volonté du peuple. Laissons cela pour l'instant. Nous pourrions trouver une voie plus sage à suivre. » Et le roi, bien que peiné, accepta d'attendre son heure. Lors des cérémonies païennes qui suivirent, Håkon y assistait par obligation, mais il ne participait jamais aux rites sacrés. Plus particulièrement, il refusait de manger la chair de cheval, le signe le plus évident de dévotion envers les anciens dieux. Cela suscita la colère de certains des jarls, qui allèrent jusqu'à le menacer de violence s'il ne faisait pas de sacrifice. Pourtant, à travers tout cela, le jarl Sigurd resta le bouclier et le médiateur de Håkon, se tenant entre le roi chrétien et la fureur des seigneurs païens. Ainsi, dans cette paix fragile entre les croyances, les germes de l'avenir de la Norvège furent semés. Les fils du roi Éric étaient revenus du Danemark et avaient déferlé sur la région de Viken, ravageant le pays et pillant partout sur leur passage. Leur arrivée provoqua des troubles dans tout le royaume, et ainsi le roi Håkon, résolu et inébranlable, rassembla ses forces pour affronter ses neveux lors d'une bataille ouverte. Parmi eux se tenait Guttorm, le fils aîné d'Éric, qui portait le titre de roi et menait ses hommes avec fierté. Sur le champ, sous les bannières flottantes et le fracas de l'acier, les deux armées s'affrontèrent. Au cœur de la mêlée, le roi Håkon rencontra Guttorm face à face et un duel féroce et décisif s'ensuivit. L'épée à la main, Håkon abattit Guttorm. Le jeune roi tomba, tué de la main de son propre oncle, et son étendard, fier symbole de sa revendication, fut arraché du champ de bataille. Autour de lui, de nombreux guerriers périrent, leur sang abreuvant la terre. Avec leur chef tombé et leurs rangs brisés, les fils d'Éric prirent la fuite. Ils s'enfuirent précipitamment vers leur navire, poursuivis par la colère des hommes de Håkon, et beaucoup furent abattus avant de trouver refuge en mer. Ceux qui survécurent s'enfuirent à cheval, désespérés, leur nombre grandement diminué et leur fierté blessée. Une chanson raconte la bataille. La voix du roi réveilla l'armée silencieuse, qui dormait près de la côte sauvage, et ordonna le chant de la lance et de l'épée. Qu'on l'entende sur la plaine de bataille, là où les boucliers des héros résonnèrent le plus fort, où le fracas des lames d'épée était le plus bruyant. Sur le rivage, au détroit de Korm, Håkon a terrassé Guttorm. Après sa victoire, le roi Håkon retourna vers le nord en Norvège, tandis que les fils d'Éric restèrent longtemps au Danemark. Là-bas, ils reprirent leur vie de marins, pillant le long des côtes de la Baltique et parfois même débarquant en Norvège pour piller. Pourtant, tant que Håkon était assis sur le trône, le royaume connut la paix et la prospérité. Les saisons étaient clémentes, les récoltes abondantes et le peuple portait à son roi une profonde affection. Peu de monarques furent plus aimés que Håkon le Bon. Mais en l'an 954, après près de 20 ans de paix, les fils d'Éric revinrent une fois de plus, cette fois non pas comme des pillards errants, mais à la tête d'une puissante armée. Leur armée était immense, composée non seulement de leurs propres guerriers aguerris, mais aussi d'une grande multitude de Danois, envoyés par leur oncle, le roi Harald à la dent bleue du Danemark, car par leur mère, Gunhild, connue de tous comme la mère des rois, ils étaient apparentés à la royauté danoise, puisqu'elle était la fille de Gorm l'Ancien. Lorsque la nouvelle de cette grande armée parvint au roi Håkon, il convoqua son conseil. Ces hommes étaient peu nombreux comparés à l'ennemi, et la question pesait lourdement. Devaient-ils tenir bon et combattre, ou battre en retraite pour rassembler leurs forces ?
Alors se leva Egil Ulfric, un guerrier âgé mais à l'esprit inflexible. Autrefois un puissant champion du roi Harald à la belle chevelure, il avait porté la bannière du roi dans de nombreuses batailles et n'avait jamais connu la défaite. Sévère et résolu, il déclara « J'ai combattu pour le roi Harald sur une centaine de champs de bataille, et il n'a jamais demandé s'il était sage de fuir. Il a tenu bon, combattu et vaincu. Ne déshonorons pas son sang maintenant en parlant de retraite. » Ces paroles sont éveillées quelque chose dans le cœur des guerriers rassemblés, et finalement, Hakon lui-même a été touché. Il a poussé son cri de guerre, et Gilles, bien qu'il fût âgé, était ravi. « La paix a duré si longtemps, dit-il, que je craignais de mourir de la lente mort de la vieillesse. À présent, je tomberai l'épée à la main, derrière la bannière de mon roi, et cela pourrait bien se terminer exactement comme je l'ai toujours souhaité. » Le roi Haakon ne commandait que 9 navires, tandis que les fils d'Éric en avaient 20. Il leur fit tout de même parvenir un message, leur proposant de ne pas se rencontrer en mer, mais sur un vaste champ à proximité, un terrain équitable pour un combat ouvert. L'offre fut acceptée, et les fils d'Éric menèrent leur armée à l'intérieur des terres. Avant la bataille, Egil demanda à Haakon 10 hommes, chacun portant une bannière. Le roi accepta sa demande, et Egil mena ses hommes sur une crête surplombant le champ de bataille, les espaçant les uns des autres. Ainsi, vu d'en bas, il semblait qu'une force immense se préparait à fondre sur l'arrière de l'ennemi. Pendant ce temps, Haakon déploya ses propres guerriers sur la plaine en une longue ligne pour empêcher l'encerclement. Lorsque les armées se sont affrontées, le choc fut féroce, l'acier résonna et le sang coula. Lorsque les bannières d'Egil apparurent au-dessus de la crête, les troupes des fils d'Éric les prirent pour l'avant-garde d'une armée nouvelle et inconnue. Un grand cri s'éleva parmi eux, ils allaient être pris en tenaille entre deux armées. La peur se transforma rapidement en fuite. Même les fils d'Éric, voyant leurs hommes se débander, se retournèrent et prirent la fuite. Haakon poursuivit vigoureusement, abattant l'ennemi en fuite, les pourchassant à travers collines et champs. Peu s'échappèrent. Pourtant la bataille n'était pas terminée. Gamle Eriksson, l'un des neveux de Haakon, avait fui le champ de bataille, mais rassembla de nouveau ses hommes sur la plaine du sud. Là, renforcé par ses frères et les troupes qui restaient, il était prêt à reprendre le combat. En tête chargeait Egil Ulfric, intrépide et sombre. Il affronta Gamle en combat singulier, mais Egil tomba, le vieux guerrier trouvant la mort comme il l'avait souhaité dans la bataille et la gloire. Puis Hakon arriva avec des renforts et le combat reprit. Telle une tempête, il traversa les rangs, abattant homme après homme. Finalement, les fils d'Éric virent que leur cause était perdue. Ils retournèrent vers leurs navires, mais dans le chaos, de nombreux vaisseaux avaient été repoussés à la dérive. Certains étaient encore échoués, et dans leur désespoir, les fils d'Éric se jetèrent dans la mer. Gamli Eriksson se noya dans cette tentative. Ses frères atteignirent les navires restants, rassemblèrent les survivants qu'ils purent, et s'enfuirent vers le sud, au Danemark, vaincus et amers. Les années passèrent. Haakon régna avec sagesse et efficacité, mais ses ennemis n'étaient pas vaincus. La 26e année de son règne, alors que le roi festoyait en Hordaland avec sa cour et de nombreux paysans libres de la région, des guetteurs arrivèrent en courant avec des nouvelles urgentes. Des navires venaient du sud. C'étaient de nouveau les fils d'Éric. Après la mort de Gamli, le commandement était passé à Harald, plus tard connu sous le nom de Harald Manteau de Gris. Maintenant, il était venu avec une grande armée danoise. On disait que l'armée des fils d'Éric à la hache sanglante surpassait en nombre celle de Hakon. 6 contre 1, leur force était si nombreuse que la terre tremblait sous leurs pas. Le roi Hakon rassembla ses hommes et il se tint devant eux. On dit qu'il ôta son armure avant que la bataille ne commence, ne comptant pas sur l'acier mais sur le courage. Les armées se sont affrontées dans un déchaînement de fureur. Les lances volaient, les lames s'entrechoquaient, et la neige était teintée de rouge par le sang des morts. Cette chanson a été composée sur la bravoure de Hakon. Les cuirasses d'acier nues, les cottes de mailles tissées de fer,
vole comme l'eau devant le coup d'épée de Hakon, le roi champion. Le roi Hakon avançait avec une telle force et une telle fureur qu'aucun homme ne pouvait lui résister. Telle une tempête, il balaya les rangs, et les guerriers des fils d'Éric vacillèrent, puis cédèrent, la panique s'empara de leur armée, et les soldats commencèrent à fuir dans toutes les directions. Hakon, toujours à l'avant-garde de ses hommes, poursuivit sans relâche, abattant les fuyards d'une main puissante. Mais dans le chaos de la bataille, alors qu'il s'enfonçait au cœur de l'ennemi en déroute, une seule flèche vola, rapide et silencieuse, à travers l'air et frappa le roi sous l'épaule, s'enfonçant profondément dans les muscles de son bras. Lorsque le roi Haakon retourna à son navire, sa blessure fut rapidement bandée, mais le sang coulait sans cesse de la profonde entaille, et aucun effort ne pouvait arrêter l'hémorragie. Alors que le soleil descendait vers l'horizon et laissait place au crépuscule, la force quitta ses membres. Affaibli et pâle, le roi appela ses plus proches compagnons à ses côtés, et leur parla avec une résolution calme du destin du royaume qu'il aimait tant. N'ayant pas de fils, mais seulement une fille, Hakon confia le royaume non pas à son propre sang, mais au fils d'Éric, ses anciens ennemis. Il ordonna à ses hommes de leur faire savoir qu'ils devaient gouverner la Norvège à sa place. Cependant, il ne demanda qu'une seule chose en retour, qu'ils honorent ses fidèles amis et les traitent avec dignité. Et si, par la volonté de Dieu, dit-il, il m'est permis de vivre, je quitterai cette terre et me rendrai dans un royaume chrétien où j'expierai toutes les fautes que j'ai commises devant le Seigneur. Mais si la mort m'emporte ici, en terre païenne, alors enterrez-moi comme vous le jugerez bon. » Peu de temps après, le roi Haakon le Bon rendit son dernier souffle. Le chagrin a balayé le pays comme une ombre. Amis et ennemis pleurèrent sa disparition, car un tel roi n'avait jamais été vu auparavant en Norvège, et peut-être ne le serait-il plus jamais. Son corps fut déposé dans un grand tumulus funéraire, vêtu de ses plus beaux habits et de son armure complète, selon les anciennes coutumes. Bien qu'il ait embrassé la foi chrétienne, Hakon n'a jamais cherché à détruire les anciennes traditions. Il avait épargné les temples d'Odin et respecté les croyances de son peuple. Et ainsi, à sa mort, ils l'ont honoré comme ils l'avaient fait pour leurs ancêtres. À sa tombe, ils ont prononcé les paroles anciennes et lui ont souhaité un voyage sûr vers le Valhalla, la salle des braves. Un skald a composé un poème en son honneur pour porter son nom à travers les âges et guider son âme dans les salles des dieux. Dans la salle d'Odin, une place vide attend un roi de la lignée d'Yngvi. « Allez mes Valkyries, dit Odin, allez mes anges des morts. Gondul et Skogul, allez sur la plaine, trempés par la pluie sanglante de la bataille, et dites au mourant Hakon, ici, au Valhalla, il habitera. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne, et je vous apprécie tous énormément. » Un remerciement spécial à John Seitz. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau portrait historique.